Eh bien, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons résumer la pièce de théâtre de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et on va avant toute chose s'intéresser au contexte dans lequel prennent lieu les événements de cette pièce, le contexte mythologique qui précède la guerre de Troie, mais aussi le contexte historique dans lequel il a été écrit. Si ça vous intéresse vraiment pas et que vous voulez juste le résumer, ou bien que vous êtes déjà plutôt à jour sur cette partie, je rajoute ici un timecode auquel passer pour passer cette partie. Pour ce qui est des événements qui mènent à la guerre de Troie dans les mythes, on va tenter de faire bref, mais tout commence lorsque les noces du roi Pélée et de la Néréide Thétis sont annoncées, et que toutes les divinités sont invitées. Toutes, sauf une, Eris, déesse de la discorde, parce que on n'invite pas la divinité des disputes pour un mariage. Cette dernière va se vexer logiquement et planifier sa vengeance. Elle introduit dans la cérémonie une pomme en or avec l'inscription « À la plus belle ». Une pomme qui ne manquera pas de créer la discorde chez les déesses qui sont toutes, disons, très orgueilleuses. Héra, Athéna et Aphrodite, qui est littéralement la déesse de la beauté, sont toutes persuadées que l'offrande leur est destinée. Et elles demandent à Zeus de trancher et de remettre la pomme à celle qui en trouve la plus digne. Embarrassé, Zeus décide héroïquement de déléguer la tâche à un berger du mont Ida, laquelle s'avérait être un prince troyen en exil, Paris. Aphrodite offrira à Paris l'amour de la plus belle des femmes si le dernier la choisit. Et l'argument fait mouche, Aphrodite remporte la pomme. Et la plus belle des femmes, c'est Hélène de Sparte. Convoitée par tous les rois grecs, l'un des prétendants, Ulysse, a fait jurer à tous les autres prétendants qu'il viendrait en aide à celle qu'il choisirait pour époux si dernière lui en était enlevée. C'est le roi Ménélas qui est choisi. Paris, de passage à Sparte, plus tard enlèvera Hélène, provoquant ainsi les événements de la guerre de Troie. Pour ce qui est du contexte historique de la pièce, sans non plus trop rentrer dans l'analyse et dans les détails, l'auteur Jean Giraudoux a écrit cette pièce entre 1934 et 1935, durant une période de tension géopolitique entre les nations européennes qui devaient mener inéluctablement à la Seconde Guerre mondiale, un peu comme la guerre inévitable entre Troie et Grecs. Ainsi, Troyens et Grecs semblent être comme Français, Allemands, comme alliés et axes. Bref, on va partir rapidement sur le résumé et on commence par la présentation des personnages. Pour les personnages donc, on a Hector, prince et plus grand guerrier troyen, Andromaque, sa femme, on a Hélène, femme du roi grec Ménélas enlevée par Paris et motif des tensions entre Grecs et Troyens. On a Écupe, reine de Troie et femme de Priam, et bien sûr Priam, roi de Troie, et père de 50 enfants, bien joué à lui. On a Cassandre, princesse de Troie possédant le nom de prophétie. On a la paix, une personnification de la paix. On a Iris, la déesse messagère. Nous avons des servantes. Nous avons la petite Polyxène, une jeune princesse troyenne. Nous avons Amnéos, un troyen lambda. Et Troilus, un prince troyen. On a Olpides, également un troyen. On a Ulysse, un émissaire envoyé par les Grecs pour récupérer Hélène. Démocus, un poète troyen. Nous avons donc également Paris, un prince troyen du coup ayant élevé Hélène. Ojax, un émissaire grec accompagnant Ulysse. Le gabier, il y a un gabier, qu'est-ce que c'est? C'est un matelot spécialisé dans les manœuvres de voile, qui est également troyen. Nous avons le géomètre, un vieillard troyen. Nous avons des vieillards et des messagers. Et on va à présent s'intéresser finalement au résumé, scène par scène. Cassandre et Andromaque se disputent, l'une soutenant que la guerre entre Troyens et Grecs aura lieu, l'autre que non. On apprend que le mari d'Andromaque, l'invincible guerrier Hector, est de retour à Troie, et qu'Andromaque est enceinte. Et voilà justement Hector qui débarque. Il retrouve sa femme et Cassandre lui apprend que sa femme est enceinte. Cassandre est partie chercher Paris à la demande d'Hector. Andromaque et son mari passent un moment ensemble et discutent de leurs enfants à venir et on apprend que ce sera un garçon. Ils parlent ensuite longuement de la guerre et Hector affirme qu'il veut convaincre Paris de rendre Hélène aux Grecs pour éviter la guerre. D'ailleurs, voici Cassandre qui revient avec Paris, tandis qu'Andromaque se tire. Il commence à parler d'Hélène et on apprend par la même occasion que Paris est totalement louche et que le fait qu'Hélène paraisse toujours absente et froide le fait fantasmer. Bref, Hector tente de convaincre Paris d'entendre raison, ils se mettent néanmoins d'accord sur le fait que si leur père, le roi Priam, décide de garder Hélène, ils obéiront, et de même s'ils décident de la rendre. Cassandre lui apprend néanmoins que Priam et tous les vieux de la ville adorent Hélène. Et comme pour confirmer ses paroles, la voici justement qui se promène dans les rues de Troie, alors que tous les vieux de la ville la matent.
on voit passer deux vieillards qui acclament Hélène de manière assez peu digne. Hector est persuadé que son père, lui, est un peu plus digne que ces deux-là. Et d'ailleurs, le voici qui arrive accompagné de sa femme, la reine Écube, d'Andromaque qui est de retour, de la petite Polyxène et d'un poète, Démocos, mais aussi d'un géomètre, tiens, pourquoi pas. Et en effet, Priam est sous le charme et il est prêt à livrer une guerre aux Grecs, au chelon de la beauté, soutenu ici par le poète et le géomètre. Hector proteste, soutenu quant à lui par Écube. Une longue discussion prend place, interrompue de temps en temps par les servantes se foutant de leur gueule et par les sarcasmes de Cassandre. Il ne reste plus qu'Hector et Paris, rejoints par Hélène. Paris lui demande de rassurer Hector sur le fait qu'elle l'aime et cette dernière réplique mécaniquement par l'affirmative à chaque question de Paris. Paris s'en va et il ne reste désormais plus qu'Hector et Hélène. Hector tente de poser des questions à Hélène qui continue de répondre comme si on lui avait volé son âme et remplacé son cerveau par celui d'un robot, et pas le plus motivé des robots. Hector appelle Cassandre qui rejoint immédiatement le duo. Il annonce à cette dernière, brusquement, que Hélène, qui avait l'air d'en avoir pas grand chose à foutre de rien, est décidée à rejoindre les Grecs pour éviter la guerre. Hélène dément finalement, répondant qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut, voire même qu'elle laisse des événements décidés à sa place, vu que prendre des décisions c'est trop compliqué. Hector essaye de la convaincre des conséquences désastreuses si elle essaie de rester, puis Gavé décide même de la tuer. Un argument qui étonnamment semble faire mouche et elle accepte finalement de retourner en Grèce avec leurs envoyés. Hector s'en va, il ne reste donc plus que Cassandre et Hélène. Ces dernières en pleine discussion voient arriver nul autre que la paix, qui appellera brièvement Hélène à l'aide, et après de courts dialogues entre les trois, le rideau tombe. Hélène interpelle un jeune homme, Trelus, lequel est âgé de 15 ans. Ce dernier affirme détester femmes et jeunes filles et refuse d'embrasser Hélène. Paris débarque et menace Trelus qu'il croit être en train de courtiser sa compagne. Paris change ensuite d'avis et lui demande à son tour d'embrasser Hélène. Ce dernier décline encore, Trelus trouvant sûrement tout ça un peu chelou décide de se tirer, vexant au passage Hélène. C'est au tour du poète Démocos de se pointer et de demander à Hélène de lui accorder un sourire. Cette dernière accepte avant de s'en aller, laissant Paris et le poète seuls. Ce dernier voulait graver le visage d'Hélène dans sa mémoire pour lui composer un chant. Démocos, Paris, Écube, la petite Polyxène, Abnéos, le géomètre et quelques vieillards se rassemblent pour un conseil de guerre. Le poète veut composer un chant de guerre et tout le monde semble en effet bien décidé à livrer bataille aux Grecs, ce qui est symbolisé explicitement par une porte ouverte. Un peu agacé, le géomètre tiendra quand même à dire que c'est pas trop la priorité ici d'un chant de guerre. Et pour lui, la priorité c'est plutôt de se décider ce qu'il appelle les épithètes. En gros, c'est les insultes que vont s'échanger les guerriers pendant la bataille, et s'ensuit un concours d'insultes entre les différents personnages. Voici Hector qui débarque, bien décidé à faire changer d'avis tout le monde sur la guerre à venir. Mais personne n'a l'air très concerné. Un expert du droit du peuple, du nom de Burzis, est interrogé. Il affirme que les envoyés grecs, qui ont été envoyés pour négocier la paix et récupérer Hélène, ont déjà offensé les Troyens et que la guerre est inévitable. Il cite 3 manquements aux règles internationales. Règle numéro 1, ils ont mal hissé le pavillon de leur navire n'ayant pas la bonne position en entrant dans le port, et ils sont entrés dans le port sans autorisation. Hector lui-même, il s'en fout un petit peu, et il dit que les Grecs, il insiste pour que les Grecs soient reçus avec honneur, malgré les protestations du poète Démocos. Les portes se referment, symbolisant ici donc, si vous avez bien suivi, la paix. La petite Polyxène tente de convaincre Hélène de quitter Troie, et voici Écube qui débarque. Écube tente d'adresser la parole à Polyxène qui s'entraîne à ne plus rien sentir. Hélène semble avoir été convaincue par Polyxène de partir, mais cette dernière change finalement d'avis et la supplie finalement de rester à Troie. Andromaque et Hélène discutent. Andromaque lui dit que ce serait bien quand même qu'elle aime Paris au moins, parce qu'ils vont se retrouver avec une guerre sur le dos, ce serait bien la moindre des choses. Puis elle lui demande d'avoir au moins de la pitié, mais cette dernière lui répond que la pitié c'est pas trop son truc. Les deux femmes sont rejointes par l'un des émissaires grecs qui vient d'arriver, Ojax, puis par Hector. Ojax annonce d'entrée de jeu qu'il veut la guerre et insulte les Troyens. Il provoque Hector, mais ce dernier ne bronche pas. Il tente de l'offenser autant que possible pour pousser les Troyens à déclarer la guerre aux Grecs en vain.
Démocos arrive à son tour et se fait gifler par Oyax. Alors qu'il tente de faire ramener la garde, Hector, qui tente à tout prix de préserver la paix, gifle à son tour Démocos. Le roi Priam débarque, Démocos tente de se plaindre à Priam, mais Hector dément soutenu par Hélène. Oyax semble impressionné par le sang-froid de Hector, mais surtout par la qualité de la gifle balancée à Oyax. Tandis que le second émissaire grec, Ulysse, arrive à son tour. Ulysse réclame donc la restitution d'Hélène, ou bien la guerre sera déclarée. Cette dernière se doit d'être restituée dans le même état que lorsqu'elle fut enlevée. Hector assure que Paris et Hélène n'ont pas, disons, eu de relation intime, ce qui pousse un peu Ulysse à se foutre de sa gueule et humilier les Troyens. Le gabier qui assistait à la scène intervient pour restaurer leur honneur, jurant qu'il a assisté aux ébats de Paris et Hélène, malgré les injonctions d'Hector qui lui ordonnent de la fermer. Puis on a même la déesse Iris qui intervient et apparaît dans le ciel, interdisant qu'on sépare Hélène et Paris au nom de la déesse Aphrodite, déesse de l'amour, sans quoi il y a la guerre. Et puis que Pallas, Athéna, ordonne de séparer les deux amants, sans quoi c'est la guerre. Quant à Zeus, il demande carrément qu'on le sépare sans les séparer, sinon vous l'aurez deviné, eh bien c'est la guerre. Bref, vous l'aurez compris, malgré tous les efforts du plus grand guerrier Hector, absolument tout semble indiquer que la guerre est inévitable. Ulysse et Hector se retrouvent seuls et discutent de ce que pèserait une guerre entre Grecs et Troyens. Ulysse apprend à Hector que l'enlèvement d'Hélène n'est qu'un prétexte pour déclarer la guerre et faire main basse sur les richesses troyennes, mais que la guerre peut être évitée avec sa restitution. Ils sont convaincus que la guerre peut être évitée. Hector surprend Andromaque qui écoutait la conversation. Arrive alors Oyax un peu bourré, qui annonce qu'il veut cette dernière dans ses bras, tandis que Cassandre tente de le persuader de partir. Démocos arrive et accuse Hector de lâcheté et de trahison pour avoir décidé de rendre Hélène. Hector lui envoie alors sa lance dans le torse dans un ultime espoir de préserver la paix. Mais Abnéos arrive alors et Démocos a le temps d'accuser Oyax pour son meurtre, et ce dernier est rapidement attrapé par les Troyens. Les portes se réouvrent symbolisant que la guerre est désormais inévitable. Elle révèle d'ailleurs le jeune Troilus en train d'embrasser Hélène.